Je viens d'acheter cette Nissan GT-R accidentée, qui selon nous a été victime d'une fraude à l'assurance. Mais malgré ça, je pense pouvoir la remettre en état et réparer cette voiture dans les prochaines 24 heures. Et cette fois, je veux dire 24 heures. Je ne vais pas quitter mon atelier pendant 24 heures entières. Il reste encore 9 heures. J'essaie de réparer une voiture sur laquelle je n'ai jamais travaillé auparavant. Je vois de l'huile. Je ne vais pas franchir cette ligne, sauf si je dois tester la voiture. Oh non! Mais pourquoi? Quand j'ai vu cette voiture à la vente aux enchères, elle semblait avoir subi très peu de dégâts. Une réparation facile. Mais il y a un problème grave et très coûteux qui, selon moi, est la raison pour laquelle cette GT-R a fini à la casse. Un problème de transmission. La transmission. Dans les premières Nissan GT-R, les transmissions ont tendance à tomber en panne. Ouais, la Nissan GT-R, c'est vraiment nul. Et comme Nissan refuse de vendre les pièces de la transmission séparément, on est presque obligé d'en acheter une toute neuve, ce qui peut coûter des sommes colossales. Mais quelles sont les chances que la transmission soit défectueuse le jour de l'accident? Ça semble peu probable, et c'est le risque que j'étais prêt à prendre. Encore un. C'est bon. C'est ça. 2013. Bon, à ce stade, les enchères ont déjà dépassé ce que je pensais qu'elles atteindraient. Donc si cette voiture a besoin d'une nouvelle transmission, ça va coûter super cher. Mais j'allais quand même me lancer. 13 livres. 20 livres. Et juste quand je pensais avoir été surenchéri et avoir atteint mon enchère maximale, mon caméraman a décidé d'enchérir 750 livres de plus. Bon, 750 de plus, c'est pas un problème. Vendu. Et on dirait que c'était bon. Je suis maintenant propriétaire d'une Nissan GT-R, connue pour être la tueuse des supercars. C'est l'une des voitures les plus faciles à tuner que je connaisse. Et elle offre un excellent rapport qualité-prix. Et voilà la mienne. Oh mon Dieu! Qu'est-ce qui s'est passé ici? Oh mon Dieu, j'ai reçu une GT-R! C'est une de ces voitures que j'ai toujours aimées. Mais je n'avais jamais vraiment osé en acheter. Alors, elle démarre? Ah voilà, c'est au milieu. On dirait qu'il y a un problème avec les freins. Ouais, ils sont super spongieux. Ouais, il n'y a pas de frein! Oh, à l'ancienne. Oh, ils ont dû utiliser un jumper. Regarde ça, la légèreté à la japonaise! Premières impressions, tout a l'air bien. Mais la batterie est à plat et il y a un problème avec les freins. Alors maintenant, nous allons brancher la batterie pour voir si on peut la faire démarrer. Ouais, ça y est, on y va! Apparemment, c'est un problème de transmission. Mais, a-t-on fait bonne affaire? Écoutons-la rugir! On veut entendre Godzilla rugir! Ça pue vraiment ici. C'est plutôt fluide. Ouais, c'est fluide. Le moteur tourne, c'est un bon début. Mais qu'en est-il de la boîte de vitesse? C'est un peu inquiétant, non? Qu'est-ce qui se passe en bas? C'est le diffuseur? Je sais pas si c'est normal, mais la pédale de frein, regarde! Regarde, je l'ai enfoncée à fond! Il y a un problème avec les freins. Le problème de freinage est bizarre. Mais pour l'instant, la boîte de vitesse semble OK. J'ai réussi à passer les vitesses. Ça passe en marche arrière. L'accélérateur répond. Point mort, première vitesse. Boîte manuelle. C'est quoi le problème avec la boîte de vitesse? Je sais pas. On verra bien. Et nous l'avons découvert. À ce moment-là, je n'étais pas prêt à travailler sur la voiture. On l'a donc laissée sur la remorque et on est revenu le lendemain, où tous les problèmes ont commencé. Je pense qu'on va la descendre de la remorque et on va la tester. Si cette boîte de vitesse est en bon état, eh bien, on a fait une bonne affaire. Ok. Je comprends toujours pas pourquoi il n'y a pas de frein. Il y a littéralement... J'appuie jusqu'au sol. Et c'est là que le problème de transmission a commencé. Donc on a un défaut de transmission qui clignote sur le tableau de bord. Le voyant Engine Management allumé et pas de contrôle de traction. Mais encore une fois, tout ça pourrait être dû à une batterie faible. Oh. Malgré le problème de transmission et les autres problèmes sur le tableau de bord, la GT-R a quand même réussi à passer une vitesse et à démarrer toute seule. Ce qui est une bonne nouvelle. T'as vu ça? T'as vu ça? C'est vraiment cool. T'es comme ça? Quoi? T'en penses quoi? Le tableau de bord bouge avec le volant? Le tableau de bord bouge avec le volant. Ça gêne pas la vue sur le tableau de bord. Tu peux le descendre comme ça, et tu vois toujours le tableau de bord.
Pourquoi ça n'existe pas sur toutes les voitures? C'est vraiment cool. Je pense qu'on a une super GTR ici. Et c'est assez rare d'en voir une qui n'a pas été modifiée. C'est juste ce problème de transmission qui m'inquiète. Mais peut-être que si je faisais un tour avec cette voiture, ça résoudrait tous les problèmes. C'était ma prochaine étape. Ok, regarde ça. Automatique. Elle passe pas en manuel. Elle reste en automatique. Bon, voyons si on peut effacer ses défauts. Si on prend... Oh, c'est comme la C63. Ah ouais. Oh! Oh ouais, c'est pas bon. Prêt, j'appuie à fond. Est-ce que ça pourrait être le solénoïde? Oh mon Dieu! Je pense qu'il y a un problème, ce qui veut dire que c'est peut-être pas une aussi bonne affaire qu'on le pensait. Ces boîtes de vitesse GTR fonctionnent un peu comme une boîte manuelle. Mais au lieu d'utiliser un levier de vitesse dans la voiture pour sélectionner la vitesse, vous appuyez sur les palettes derrière le volant, et ça utilise des solénoïdes à pression d'huile, qui glissent pour sélectionner la vitesse. Mais si un de ces solénoïdes se bloque, ou s'il y a un problème électrique, bien sûr, vous allez avoir des pannes. Démonstration, donc on est en automatique. À partir de l'arrêt complet, pied à fond sur l'accélérateur. On s'attend à ce qu'elle démarre. Parce que c'est ce qui se passe dans les vidéos de course de GTR, j'en ai vu plein sur internet. Prêt? 3, 2, 1... C'était beaucoup mieux. Mais ce n'était pas fluide du tout. On dirait qu'il y avait un problème. Maintenant, je penche plutôt pour une assurance. À 100%. C'est sûr. Comment ça se fait que la boîte de vitesse lâche juste au moment où tu te fais percuter? Ouais, je sais, c'est ce qui n'a pas de sens. Ouais, pourquoi? Ma boîte de vitesse est tombée en panne et ça dérange quelqu'un. Et puis quelqu'un l'a accidenté, ouais. Oh, quelle chance! Maintenant, j'ai reçu l'argent de l'assurance. Ça n'arrive jamais. Ouais, c'est comme... Ce serait tellement pratique si ça pouvait se faire, non? Genre, si la boîte de vitesse tombait en panne et que tu appelais Nissan pour dire « Hey, salut les gars, ma boîte de vitesse est fichue, combien ça coûte ?» Ils répondraient « Oh, 30 000 livres pour une boîte de vitesse, plus la main-d'œuvre. » Je répondrais « Oh non. » Et puis le lendemain, quelqu'un te rentre dedans et tu te dis « Oh non, quelqu'un est rentré dans ma GTR, je vais devoir demander le remboursement de ma voiture. » Ce serait incroyable. Ce serait vraiment dommage. J'aime bien les GTR, mais... Eh bien, si tu l'aimes Oui, mais vraiment... je ne disais pas que j'aimais celle-là en particulier. J'aime bien les GTR, mais c'est un modèle ancien, non? Il n'y a pas tant de différence que ça. Ah, j'ai remarqué. Une théorie, à propos de la seule chose qui n'a pas été modifiée. Ceci est un porte-clés Seven Valley Motorsport sur la GTR, qui est une entreprise qui modifie les GTR. Tu fais peut-être pas le bon métier, tu aurais dû être détective. Bon, on a plusieurs problèmes ici. Une boîte de vitesse défectueuse, une batterie défectueuse, un problème avec l'ABS, un problème avec le car arrière, un problème avec une porte et un problème avec les freins. J'ai acheté cette voiture pour la remettre en état en 24 heures en pensant qu'on pouvait s'en sortir sans la panne de boîte de vitesse. Mais on va quand même essayer de le faire en moins de 24 heures. Et je ne vais pas quitter le site. Et dès que cette voiture entre dans l'unité, le compte à rebours commence. Matt a définitivement un défaut dans sa tête. Nous y voilà, 24 heures dans mon unité pour réparer la GTR. Maintenant, comme il y a ce problème de boîte de vitesse, on pense que ce n'est pas une bonne idée de continuer à rouler. Donc, pour la mettre au point mort, je peux retirer cette pièce en plastique, insérer la clé, et maintenant je peux faire glisser le levier de vitesse au point mort pour pouvoir la pousser à l'intérieur de l'unité. Avant de recevoir la voiture, j'ai commandé toutes les pièces dont j'avais besoin. J'espère qu'il y en aura assez, car le défi est sur le point de commencer. C'est parti, à partir de maintenant, pendant 24 heures, je ne vais pas quitter un seul moment cette unité. Matt, le caméraman, et mon père vont me laisser à l'heure habituelle. Je reste ici et j'espère pouvoir régler ça en un délai de 24 heures. Bon, je m'inquiète un peu pour la boîte de vitesse, mais c'est parti pour 24 heures. Et c'est parti! Allons-y. On commence avec quoi, Tony? La batterie, apparemment. Les problèmes qu'on a sur le tableau de bord sont tous des problèmes électroniques. Et les problèmes électroniques commencent par la batterie. Si on arrive à mettre une bonne batterie, on pourra lire les codes d'erreur. Et si c'est juste une question d'effacer les codes d'erreur et que la boîte de vitesse est en bon état, on est bien parti.
Et je pourrais passer le reste des 23 heures et 59 minutes à faire une porte et un quart arrière, puis essayer de réparer les freins. On a vu ça plein de fois. Une batterie faible qui cause plein de problèmes électriques. Quelle taille tu m'as donné? 10. Tu m'as donné une 10. Ouais, et de 10. Ah bon? Je pensais que les trucs chinois étaient bizarres. Eh bien, c'est japonais, alors... Je pense qu'il vaut mieux commencer par la batterie. Parce qu'il y a toujours une chance que cette voiture n'ait pas eu de problème de transmission avant d'être mise aux enchères, et laisser la batterie se décharger complètement aurait pu causer le problème. 6 minutes pour l'instant. La batterie est enlevée. Et on met une nouvelle batterie. La nouvelle batterie m'a coûté 60 livres. Et on vient juste de la remettre en place. Mais cette fois, on a d'abord branché le positif, puis le négatif. Mon père vous expliquera pourquoi. Les anodes actuelles passent du négatif au positif. Elles ne passent pas de positif à négatif. Elles ne tournent pas dans le sens des aiguilles d'une montre, mais à l'inverse. Ce n'est pas une montre. Nous avons quelques dernières choses à fixer sur la batterie, puis on va voir si ça a changé quelque chose. Ok, je pense que si c'est vraiment une bonne affaire et un bon pari, il n'y a plus de problème de transmission. D'accord. Il est temps de sortir le lecteur de code. C'est parti. Maintenant, on va brancher le lecteur OBD, qui, espérons-le, nous dira ce qui se passe avec cette voiture. La première étape consiste à brancher le port OBD, puis on peut lire les codes. Imagine que ça marche. Ce sera une bonne affaire si c'est le cas. Ouais. Passage du moteur, on devrait avoir un défaut pour l'ABS. Ouais, D'accord, c'est possible. on a un problème avec l'ABS. Nous avons attendu que la carte lise tous les codes. On va pouvoir se faire une idée de ce qui ne va pas. Ok. Donc, transmission, solénoïde. Comme je le pensais, l'un des problèmes vient d'un solénoïde dans la boîte de vitesse. Et il y a un autre problème aussi. Performance du module de commande. Ça pourrait être parce que la batterie est faible. Parce que la batterie est faible. Oh mon Dieu. Si ça marche, je te jure. Si cette batterie à 60 livres répare la boîte de vitesse, ça va être dingue. Vraiment. Mais pourquoi y aurait-il un problème avant? Eh bien, en fait, si elle est faible, si ta batterie est faible, ça va afficher plein de codes d'erreur qui seront juste des erreurs passées, parce que maintenant, on a une nouvelle batterie. Cette erreur concerne une batterie faible, une batterie déchargée, une mauvaise connexion terre ou un problème. C'est sûrement la batterie. On espère que ce problème est juste dû à une batterie faible. Je vais effacer ces codes d'erreur et voir si l'un d'entre eux réapparaît quand on refait un scan. Ils ont été effacés avec succès. Bonne nouvelle, ok. On dirait que ça a marché. Il y a plein d'autres codes d'erreur sur la voiture. Je vais juste les effacer et on verra plus tard ce qui ressort. Je n'ai plus aucune erreur. Plus aucun défaut. Le contact est coupé maintenant. Je vais la démarrer et je pense qu'on va devoir faire un essai. Si aucun voyant ne clignote au démarrage, c'est bon. Y a pas de voyant! Y a pas de voyant! Y a pas de voyant! On vient d'avoir... Le voyant du système anti-patinage est allumé, le système ESP SIM a un problème, ça nous dit d'aller chez le concessionnaire. Il suffit peut-être de la conduire. Faudrait peut-être la conduire, non? Si ça marche, eh bien... C'est le meilleur truc. Je peux sortir de l'unité tant que je touche pas le monde extérieur. Les règles sont que je peux sortir de l'unité tant que je fais un essai routier avec la voiture. Est-ce que ça pourrait être juste une batterie de 60 livres pour réparer le problème de transmission? On n'a toujours pas de frein, cependant. Donc il y a clairement un problème. Est-ce qu'on peut passer en mode manuel? Oui. Oh, ça roule bien. Pas possible! Ça a marché! Non, c'est beaucoup mieux! C'est incroyable. Deuxième vitesse, on a un défaut. Ah bon? Ouais, on a un défaut, mais c'est l'ABS. Dysfonctionnement de l'ABS. Ça a l'air de marcher. Nous avons un problème qui est réapparu avec l'ABS et le problème de traction, mais on pense que le problème de transmission est réglé. Je vais donc passer en mode auto. Je passe en mode auto. Ça marche. C'est génial! J'y crois Pas pas. possible! C'est tellement mieux! On tient peut-être le bon bout. Une panne de transmission est déjà réparée. Et il me reste encore 23 heures pour réparer le reste des dégâts. Ça semble de plus en plus faisable. Bon, alors, on a réglé le problème de transmission, mais on a un problème avec l'ABS, une porte cassée et un panneau arrière qui est cassé aussi. Avec encore 23 heures devant nous, je pense que je viens au moins d'économiser
10 heures de réparation avec la boîte de vitesse. Maintenant, la GTR est en l'air pour voir si on peut repérer quelque chose d'inhabituel sous la voiture. Il y a une fuite d'huile ici, on dirait qu'il y en a beaucoup. Ah ouais. On dirait qu'il y a une petite fuite d'huile qui vient de la boîte de vitesse. Nous allons devoir vérifier ça. Regarde ça, là. Regarde ça! On voit qu'elle vient du Devon. Eh bien, Oh, regarde, il y a des morceaux qui manquent, là. l'échappement est définitivement rouillé. Tu sais quoi? On dirait que tous les boulons en dessous sont d'origine. Ce qui montre que la voiture a été super bien entretenue. La rouille s'explique probablement par le fait que la voiture se trouve dans le Devon. Il a soutenu des canaux de sauvetage, il vivait près de la mer. Tout à l'heure, nous avons vu sur la plaque d'immatriculation que la voiture venait du Dorset, qui est sur la côte au Royaume-Uni. Donc la voiture a été exposée à de l'eau salée. Et pour confirmer ça, on voit qu'il a soutenu des canaux de sauvetage. C'était peut-être dû aux canaux de sauvetage, vu la quantité de rouille en dessous, mais je pense quand même qu'il faudrait tout nettoyer. Eh bien, regardez ça. On pense avoir trouvé un indice sur les freins, regardez ça. Regardez, on dirait que l'étrier est espacé. Regardez ça. C'est peut-être pas l'original. Pourquoi espacer l'étrier? La seule raison pour laquelle on espace l'étrier, c'est si on met un disque plus gros. Mais ça n'explique toujours pas pourquoi on n'a pas de pédale de frein. Mais avant de parler des freins, je suis un peu inquiet car on sait à quel point ces boîtes de vitesse sont mauvaises. Et on dirait qu'il y a de l'huile ici. On va donc d'abord voir d'où ça vient, ce qui veut dire qu'on doit enlever ce panneau. Ensuite, on pourra essayer de réparer ces freins. Et je pense que si on arrive à faire marcher les freins sans rien acheter, cette voiture aura été un super investissement. Pour trouver la fuite d'huile, on doit enlever cet énorme carénage. Après, je croise les doigts pour ne rien trouver de très grave. On a trouvé d'où vient la fuite d'huile. Ça pourrait venir du commutateur. Regarde. Donc cette fuite d'huile vient de... je sais pas où. Peut-être un changement de position, parce que, regarde. Ici, tu peux voir le levier de vitesse, qui était en position neutre, parking, marche arrière, marche avant, comme tu veux, mais regarde ça. Je l'ai retiré il y a 2 secondes, et toute l'huile était là-dedans. Quoi, l'huile dans l'électrique? Ouais, ça coule par le commutateur, à travers les bornes du commutateur. Oh. Un nouveau commutateur devrait régler le problème de fuite d'huile. Je vais devoir en commander un. T'as un nouvel échappement ou pas? Je sais pas trop. Je parie que c'est la seule voiture sur laquelle tu n'as pas mis de pot d'échappement alors qu'elle en a vraiment besoin. Mon père a raison. Ce pot d'échappement a connu des jours meilleurs. Mais ça ne faisait pas partie de la liste des choses à réparer. Réglons ce problème de frein. 22 heures, il me reste tellement de temps. J'ai juste changé 2 panneaux. C'est la mauvaise taille. Regardez-moi ça. Je pense que cette roue n'a jamais été nettoyée. Oh, oh. Regardez toute cette poussière. Et ils ont mis les nouveaux poids. Ah oui. C'est quoi ce truc? Et regardez ça. Le pneu est bien tendu. C'est un pneu de mauvaise taille. Et c'est un radar. Il ne correspond à aucun des autres pneus. D'accord. Ces disques de frein, tu penses qu'ils sont d'origine? Ils ont l'air assez neufs. Ouais, on doit les mesurer et les comparer à celles d'origine. Ouais, c'est vrai. Et ensuite, on pourra voir si ces entretoises sont sur l'étrier, parce que il a amélioré les freins. Pour l'instant, rien ne permet d'expliquer pourquoi les freins sont spongieux. Mais on voit une entretoise derrière l'étrier, ce qui veut peut-être dire que les disques ont été changés. Tu peux acheter des disques améliorés de 390 mm. Donc il faut mesurer le disque pour voir si c'est bien celui amélioré. 390, la version améliorée. Donc c'était un disque amélioré, ce qui explique les espaces derrière l'étrier. Mais ça n'explique pas pourquoi la pédale de frein va jusqu'au plancher. Bon, la raison pour laquelle les freins sont spongieux dans une voiture, c'est parce qu'il y a de l'air dans le système hydraulique. Pour faire sortir l'air, il faut dévisser ces vis de purge à chaque coin, et avec un peu de chance, ça fera sortir l'air du système. S'il n'y a pas d'air dans le système, c'est qu'il y a un problème avec les freins, ce qui n'est pas bon. Est-ce que ça pourrait être juste un problème de purge des freins? Je suppose qu'il faut vérifier. Je change le liquide de frein. Je pense que c'est une bonne idée. Mon père est en train d'aspirer tout le vieux liquide de frein, et ensuite on va le remplacer par du liquide tout neuf. Bon, je vais remplir le réservoir avec du liquide propre. Ouais. D'accord, parce que c'est vide. Et puis quand mon père mettra le tout nouveau liquide Valvoline, cela devrait expulser le reste de l'ancien liquide du système.
En même temps, on devrait aussi faire sortir tout l'air qui se trouve dans le système. Mon père va se mettre à chaque coin pendant que je pompe les freins dans la voiture, et avec un peu de chance, on pourra actionner la pédale. Ok. Test de la pédale. Test de la pédale. C'est dur comme de la pierre. Vraiment? Ouais, dur comme de la pierre. Ouais, regarde. Dur comme de la pierre. On a réparé ça pour 0 livres. Non, 60 livres pour le moment. Mais pourquoi y a-t-il un problème avec l'ABS sur le tableau de bord? Même si j'avais une pédale de frein, j'avais toujours un problème avec l'ABS et le contrôle de traction. Dysfonctionnement du système ESP. On a reçu ce code de réglage de soupape. Le contrôle de traction fonctionne en ralentissant une roue, qui, selon lui, accélère trop vite par rapport aux autres, ce qui empêche les roues de patiner. Et l'ABS s'active quand il pense qu'une roue ralentit trop par rapport aux autres pour éviter le dérapage. Mais il y a un type de capteur dont vous avez besoin pour que ces deux systèmes marchent. C'est un capteur de vitesse de roue. Ces capteurs indiquent à la fois à l'ABS et au contrôle de traction la vitesse à laquelle chaque roue tourne à un moment donné. Et si l'un de ces capteurs de vitesse de roue a un problème, bien sûr, on va avoir un problème avec l'ABS et le contrôle de traction. Donc, ce que je fais maintenant, c'est que je refais un essai routier avec la GTR, en prenant les mesures de chaque capteur de vitesse de roue, pour m'assurer qu'ils indiquent tous la même vitesse. À gauche, c'est débloqué. Maintenant, ça devrait aussi indiquer la même vitesse. Et on dirait bien que c'est le cas. Il n'y a pas de signe évident, n'est-ce pas? Le voyant ABS est allumé? Ouais, j'ai un problème avec l'ABS et l'ESP. C'est donc ce jeu de soupape qui pose problème. Encore une fois, comme pour la boîte de vitesse, l'ABS fonctionne avec des solénoïdes. Si l'ECU détecte qu'une roue patine, il envoie un signal à l'un des solénoïdes pour qu'il arrête d'envoyer la puissance de freinage à cette roue. Maintenant, il est possible que ce problème avec les valves soit lié aux solénoïdes. La seule chose à faire, c'est de la ramener à l'unité et de regarder ça de plus près. Il nous reste encore une porte et un panneau arrière à réparer. Mais on a réparé les freins et la boîte de vitesse. Le temps continuait d'avancer. Nous avons remis la voiture dans le garage et nous avons tout vérifié. Tous les relais de l'ABS, qui semblaient tous OK, mais nous pensons avoir trouvé une solution. Le code C1193 concerne la pompe ABS, et celle-ci doit être calibrée avec un outil spécifique que nous n'avons pas. Cette personne a essayé d'utiliser la technologie ECU, mais ça n'a pas marché. Au final, la solution a coûté 150 livres pour faire un calibrage chez le concessionnaire Nissan et ça a marché. Pourquoi faut-il calibrer la valve? Je me demande si c'est parce que la batterie est à plat. Ah! Elle n'a pas assez de puissance. Et ensuite, il faut le recalibrer. Et ensuite, oui, il faut le recalibrer. C'est ça. C'est bon. On va devoir aller chez Nissan. Il est maintenant 7h moins 5, vendredi. Bon, je considère quand même que c'est une victoire, parce que les freins marchent, la transmission aussi. On a dépensé que 60 livres et tout fonctionne. À part ça, il y a pas mal de dégâts. Donc, encore une fois, on en revient encore à un problème électrique, ce qui est vraiment stupide. Mais maintenant, on peut passer à la carrosserie, qui est un peu plus simple. Ok, on enlève les portes, les gars. Donc mon père pense qu'il n'utilise que des 12, des 14 et des 15 sur les voitures japonaises. Et il a raison, parce que c'est un 12 mm. Cette porte est en aluminium, ce qui la rend assez difficile à réparer. En plus, les portes d'occasion n'étaient pas trop chères. Donc je vais juste enlever cette porte et la remplacer par une porte d'occasion. Il y a un boulon pour la charnière supérieure et un boulon pour la charnière inférieure. La sangle de fixation est au milieu et il y a le câblage. Attention. Wow! Je la tiens, mec, je la tiens. Elle a failli tomber. Ok, la porte est enlevée. Une fois que j'ai enlevé la porte, on doit s'assurer de tout retirer. La carte de porte et le rétroviseur. Chris est là. Chris est passé pour passer un coup de main et il va enlever cette carte de porte. C'est bien ça, Chris? Ouais, donc Chris va s'en occuper pendant qu'on enlève les pièces endommagées. La prochaine, c'est l'aile arrière et il n'y a pas beaucoup de 12 mm à enlever. Vas-y, Chris! J'y vais! Chris a commencé à démonter la carte de porte de l'ancienne porte, car on va en avoir besoin pour installer la porte d'occasion. Car arrière, le remplacer demande beaucoup de boulot, ce qui veut dire qu'on doit l'enlever. Tu vois tout ça?
Soudure par point, 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 soudure par point. Et ça ne s'arrête pas là. Ça va aller jusqu'au fond de cette fenêtre, jusqu'en bas de cette vitre, et je dois dire que les gars de Screensaver sont déjà venus avant ce défi de 24 heures. Donc, en fait, on m'a eu un tout petit peu d'aide, pour être honnête. Mais c'est fait. On enlève la vitre. Cette vitre est aussi enlevée. Est-ce qu'on peut le faire en moins de 19 heures avec une nouvelle vitre? Il n'y a qu'une seule façon de le savoir. Contrairement à la porte, le quart arrière est en acier, ce qui le rend un peu plus facile à réparer, mais on va devoir aller chez un carrossier pour ça. Et c'était pas trop cher pour un nouveau panneau arrière. Quelqu'un m'a dit que quand on enlève ça, il faut commander de nouveaux clips parce qu'ils se cassent. T'as commandé de nouveaux clips? Non. Oh. Tu viens de dire que t'y allais avec confidence. Oh, Oh. non. Oh, j'y crois pas. Oh non. Tu vas faire quoi? Le gars qui lui a parlé des clips, Il ne m'a pas tout raconté. ce qu'il a fait, c'est que... Oh, si! Ouais, c'est vrai. Le gars qui m'a parlé des clips m'a dit aussi que quand il a fait ça, il a cassé cette garniture. Des erreurs ont été commises. C'est toujours comme ça. En fait, cette garniture est vissée par en dessous. La bonne nouvelle, c'est que je pense qu'on pourrait la réparer et la remettre en place. Mais bien sûr, ça va nous prendre encore plus de temps précieux. C'est enlevé. Vous savez ce que c'était? C'était stupide. 10 boulons pour une carte de porte. Plus les clips, c'est vraiment beaucoup. Waouh! C'était une super affaire. eBay. 350 livres, même couleur. Elle était même livrée avec le câblage, la poignée de porte et une vitre. Mais on va devoir changer quelques trucs. Quelqu'un a remplacé le haut-parleur de celui-ci par un Audison. Et ils ont aussi coupé le câblage d'origine. Vous pouvez voir les deux connecteurs rouges ici. Donc Chris va remplacer le haut-parleur amélioré par celui d'origine. On peut vérifier si c'est une pièce volée. Parce qu'on peut le vérifier sur Car Vertical grâce à l'autocollant VIN. Et si elle est bien signalée comme étant volée, ça veut dire qu'on doit le signaler à la police. Pour vérifier une voiture, il suffit d'avoir le numéro VIN du véhicule ou le numéro d'immatriculation. Et Car Vertical récupère des infos dans plus de 20 pays. C'est juste de la ferraille. C'est pas possible. Ce véhicule a été endommagé et déclaré irréparable par l'assurance. Il s'agissait d'un véhicule de catégorie B. Et j'ai utilisé la même vérification pour cette voiture pour vraiment me convaincre de payer un peu plus cher aux enchères. Malgré son historique de dommages, cette voiture a en fait un très bon résultat au contrôle Car Vertical. Est-ce que tous les clips sont... Hey, j'ai pas cassé un seul clip! J'ai juste cassé la garniture. Chris est de retour à la carte de porte, en train de mettre les fiches de câblage d'origine pour le haut-parleur. Ensuite, il doit aussi changer le rétroviseur de l'ancienne porte pour celui de la nouvelle. Mais en regardant le rapport Car Vertical pour cette voiture, on voit que le kilométrage correspond et qu'il n'y a pas de différence. Mais je vois que la voiture a été endommagée dans la catégorie S, ce qui veut dire qu'elle peut être remise en circulation. Et maintenant, Chris? On met le rétroviseur. Et une fois qu'il sera en place, on peut remettre la vitre. Ce que je trouve vraiment cool avec cette voiture, c'est que je peux voir qu'elle n'a eu qu'un seul propriétaire, car je peux suivre tout son historique. Et je peux aussi voir le mois où elle a été endommagée, en juin de l'année dernière. On remplace maintenant les anciennes vitres par des neuves, car celles d'occasion ont été teintées. De plus, elles sont marquées avec un numéro d'identification du véhicule, donc on va vérifier que tout correspond bien. Ensuite, on remet la carte de porte. Voilà, si vous voulez présenter votre voiture sur Car Vertical, vous pouvez le faire en cliquant sur le lien dans la description ci-dessous. Et en utilisant le code MAT, ça vous fera une belle réduction. Et on dirait que Chris... Bien joué, Chris. Allez! A remis cette porte aux spécifications d'origine. Chris a ouvert une canette de Red Bull, ce qui veut dire qu'on a fait un quart du chemin. Pendant ce temps, on enlève la jupe latérale. Les vis de cette jupe latérale étaient super rouillées. Ce sont les vis les plus rouillées du monde entier. C'est Nissan. Tu es vraiment un détracteur de Nissan. Non, seulement des vis Nissan. Ce qui veut dire qu'il faut faire super gaffe quand on les enlève. Il y a une plage qui s'étend sur tout le côté. Il y a littéralement une plage au sol. Je ne sais pas ce que l'ancien proprio a fait à cette GTR, mais on dirait qu'il s'est bien amusé avec sur une plage, ou peut-être même en tout-terrain. Mais on a fini par faire sortir tout le sable. Regardez tout ça. Tout ça vient du Devon. Oh mon Dieu!
Maintenant que la jupe latérale est retirée, on devrait pouvoir accéder à tout. Il reste 17h59. Matt part maintenant, donc il ne reste plus que moi, mon père et Chris pour continuer. Élimination. Tout ce qui est fixé à l'arrière droit doit être enlevé. Tous ces boulons, interrupteurs et loquets de porte doivent être retirés. Une fois qu'on a fait ça autour de la porte, on peut enlever le couvercle du coffre. Dévisser les deux charnières de chaque côté. Au lieu de débrancher tout le système électrique dans le coffre, on va juste le soulever et le faire glisser à travers la lunette arrière. Maintenant, on peut accéder à tous les points de soudure pour percer ce quart arrière. Chris va commencer à percer les points de soudure. Mais l'idée ici n'est pas de percer complètement. On veut juste percer la couche supérieure pour avoir quelque chose à souder. C'est pour ça qu'il utilise ce forêt spécial. Pendant que Chris perçait les soudures à l'avant du quart arrière, mon père et moi nous occupions de retirer le pare-choc arrière de la voiture pour pouvoir accéder à tous les points de soudure derrière le pare-choc arrière. Et on dirait que les feux arrière se détachent avec le pare-choc arrière que je suis en train de dévisser. Et quoi que je fasse d'un côté, je dois le refaire de l'autre. Car la journée avance et le temps passe inexorablement. Percer ces soudures par points est un long processus. Il reste 17h23. Liam est arrivé. Je me lance dans le défi. Plus on est nombreux sur cette voiture, plus on a de chances de la terminer dans les 24 heures. Maintenant, Chris et moi, on est en train de percer ces soudures par points. Puis on utilise le burin pour s'insérer entre le quart arrière et la structure interne. Mon père a fini sa journée, il reste 17 heures. Maintenant, mon père est parti. Mettons cette voiture sur la rampe pour qu'on puisse enfin enlever ce pare-choc arrière. La GTR est de retour sur la rampe. Nous devons maintenant retirer le pare-choc arrière. Les deux roues sont retirées et Liam va jeter un œil derrière l'arche pour dévisser les boulons qui relient le pare-choc arrière au panneau arrière. Et de l'autre côté, je vais enlever tout le revêtement de l'arche. Cette voiture a l'air de ne jamais avoir été nettoyée. Il y a tellement de saleté, mais nous aurons tout le temps de la nettoyer après les 24 heures et peut-être tout nettoyer à l'eau glacée. Une fois que Liam et moi aurons dévissé tous les boulons, on devrait pouvoir retirer le pare-choc arrière avec les feux arrière et le diffuseur. Derrière le pare-choc, la voiture est plutôt propre et tout est d'origine, même l'échappement. Ce qui est plutôt un bon signe. Et maintenant, Chris s'occupe de séparer le quart extérieur de la structure intérieure de l'arche. Ok, il est maintenant temps de fermer cette porte parce que sinon on va attirer 9000 papillons de nuit. Nous y voilà, la porte est baissée. Wow, il y a déjà un papillon de nuit dedans. C'en est un gros, on dirait un oiseau. Il reste 16 heures. Avec tout exposé à l'arrière, on recommence à percer puis à buriner ces soudures par points. On doit faire gaffe à ne pas abîmer les panneaux sous le quart arrière, parce que c'est là que nous allons souder. Mais Chris a l'air d'aimer ce boulot. Donc on a décidé au lieu de remplacer ce trou, de remplacer tout le panneau avec toute la partie lumineuse et tout le reste, on va juste remplacer le panneau extérieur. Ce qui veut dire qu'on doit maintenant percer tous ces morceaux ici, cette pièce, et garder celle-ci sur la voiture. Ce qui, pour être honnête, va aller, parce qu'on sait que la lumière est bien placée. On sait que le coffre sera bien placé. Il ne restera plus qu'à aligner le panneau latéral, donc je vais commencer à percer ça. Chris est déjà là-bas en train de les percer. J'espère, vraiment, on va y arriver. Je pense que c'est la meilleure solution. Le seul problème avec cette solution, c'est que je risque d'endommager le nouveau panneau. Je dois donc être super prudent. Mais je crois que j'ai réussi. Il reste 14 heures. On est un peu dans une situation délicate ici. Alors, on enlève petit à petit le quart arrière. Ça a l'air complètement fichu. Et si nous allons en haut ici, le toit est au-dessus du quart arrière. En fait, les panneaux de toit actuels et le quart arrière glissent en dessous. Donc on a une petite découpe à faire juste ici. J'espère qu'on va pouvoir le dégager et le retirer par en dessous parce que on ne veut pas abîmer le toit.
Oh, waouh. Oh, ouais. Carrosserie. Quartier arrière enlevé. Nous avons enfin réussi à enlever le panneau arrière. Quel boulot! Mais j'ai bien peur que ça prenne encore plus de temps pour remettre le nouveau panneau latéral en place. Regardez ça! La bonne nouvelle, c'est que toute la structure interne est intacte. En fait, il y a des dégâts à l'intérieur, genre au niveau du passage des roues. Mais on pourrait juste taper dessus et faire un peu de carrosserie. Maintenant, il faut tout nettoyer partout. Je dois nettoyer toutes les soudures, on passe dessous avec une ponceuse, puis on peut enfin commencer à insérer la nouvelle pièce. Jack m'a aussi dit qu'il valait mieux mettre le panneau latéral avec les roues en place. Comme ça, la voiture n'est pas soutenue par la carrosserie et on ne risque pas de provoquer de flexions bizarres. Et on devrait aussi mettre la porte avant de mettre le panneau latéral pour être sûr qu'il s'aligne bien avec la porte et le coffre. Ça ne dit rien qui vaille sur ce côté. Ouais, ça a l'air horrible. Et il reste encore 13 heures. Ouais, Liam est parti se faire couper les cheveux à 1h15 du matin. Je trouve que c'était une excuse bidon de sa part. On doit s'assurer que la structure interne est bien en place avant de commencer à installer l'autre panneau latéral. Donc avec un peu de chaleur et un marteau, on a bien enlevé la partie du passage de roue. Ensuite, on utilise la ponceuse à bande pour nettoyer tous les endroits où il y avait des soudures par point. On obtient ainsi une surface propre et prête à être soudée. Ok, les roues sont en place. On va la descendre, la faire rouler. Puis je pourrais commencer à remettre en place un panneau latéral. On peut pas se permettre de se planter. Parce que si on se plante, c'est vraiment fichu. Pour de bon. Ok, le plan. On va mettre une nouvelle porte et le coffre. Comme ça, on aura un point de repère pour aligner ce car arrière. Allez, mais quand Chris et moi avons soulevé la porte pour la mettre dans la voiture, nous avons trouvé un problème. Oh non! Oh non! Il y a un boulon ou un écrou à l'intérieur de cette porte. C'est clairement du sabotage. Nous perdons un temps précieux. On a dû retirer à nouveau la carte de porte et essayer de récupérer ce boulon desserré qui se trouvait à l'intérieur. Ce truc! C'est ça qui faisait du bruit. Et une fois que nous l'avons trouvé, nous devons tout remonter en place. Mais c'est ça, les voitures. Une fois le boulon retiré, nous pouvons commencer à aligner la porte avec la voiture. Un boulon en haut, un boulon en bas, le câblage et la sangle de contrôle. Ça a l'air bien. Regardez ça. C'est plutôt bien. La couleur aussi rend pas mal. La couleur n'est pas si mal, on verra bien quand on la verra à la lumière du jour. Mais c'est pas si mal que ça, ouais. On doit aussi mettre le couvercle du coffre. Comme ça, quand on mettra le car arrière, on aura 2 repères pour l'aligner. Le coffre est en place, la porte est en place, le panneau arrière est en place. Oh! Alors qu'on arrive à la mi-temps! C'est bien parti si tu veux mon avis. Ouais, d'accord, donc ça se glisse en dessous. On a ensuite testé l'ajustement du car arrière pour s'assurer que tout était bien aligné. Regardez ça. C'est le premier essai. Je pense qu'il faut juste la remonter un tout petit peu. Mais sinon, si vous voulez mon avis, c'est absolument génial pour un premier essai. Je n'arrive pas à croire à quel point tous les panneaux sont fins et que tout bouge, mais ouais, regardez ça. Comme neuf. Maintenant, ce qu'il me reste à faire, c'est percer tous les trous au niveau des soudures par point pour pouvoir marquer tous les emplacements où je veux les placer. Chris va maintenant rentrer chez lui. C'était à moi maintenant de finir cette voiture tout seul. Je marque maintenant tous les trous que je dois percer, là où il faudra souder, alors que le temps continue d'avancer. Et il y a énormément de trous à percer. Vous vous demandez peut-être pourquoi je fais ça en 24 heures,
plutôt que de prendre mon temps et de le faire comme je le fais d'habitude. Eh bien, j'ai vu ça comme un défi à relever. Qu'est-ce qu'on peut faire vraiment en 24 heures? J'espère aussi que vous appréciez cette vidéo, et si c'est le cas, n'oubliez pas de vous abonner et de liker. Ça aide vraiment la chaîne, et c'est complètement gratuit. Il suffit de cliquer sur le bouton s'abonner, j'ai encore plein de trous à percer. C'est l'heure de percer. Ça va vraiment être un moment mémorable. Enfermé dans l'atelier pendant 24 heures pour reconstruire une Nissan GT-R. Maintenant que j'ai marqué tous les trous à percer, je dois retirer à nouveau le quart arrière et nettoyer toutes les zones que je vais souder. Puis d'y mettre de l'après well-through. Après ça, je dois mettre du panel bond sur toutes les parties où ça a été collé, comme autour du bouchon du réservoir et sur le passage de roue. Et je suis plutôt content de ne pas avoir à souder autour du bouchon du réservoir. Ok, nous y voilà. Plus de droit à l'erreur maintenant. Le panneau latéral est en place. Il y a de la colle pour panneau là-dessus. Je n'ai pas beaucoup de temps pour le mettre en place et le positionner parfaitement. Je suis assez crevé. Il me reste encore 10h30 et je ne peux pas me permettre de faire une erreur maintenant. Allons-y, allez. L'après well-through va aussi sur le quart arrière, puis je peux l'aligner à nouveau. Je n'ai absolument aucune idée de l'heure qu'il est, mais pendant que je fais tout ça, j'ai l'impression que le temps passe encore plus vite. Le soleil a commencé à se lever avant même que je ne m'en rende compte. Une fois le quart en place, je peux visser tout le matériel, comme le loquet de la porte et tous les autres petits accessoires. Maintenant, c'était le moment de souder. Je pense qu'on est presque prêt à sortir la soudeuse. Il nous reste encore 10 heures. J'ai passé la nuit entière à travailler. Regardez ça. Vous ne savez pas à quel point j'ai envie de monter dans la voiture, rentrer chez moi et dormir un bon coup. Mais ça va être tellement gratifiant si j'arrive à poser ce panneau latéral, parce que si on arrive à le poser, on pourra commencer à remonter les pare-chocs. Ça va être super beau. Ok, c'est bon. On ne peut plus faire machine arrière maintenant. Je n'ai appris à souder qu'il y a un mois environ. Nous y voilà, défi de 24 heures, on soude un panneau latéral sur une Nissan GT-R. Ok, c'est parti. On ne peut plus faire marche arrière maintenant. Je dois fixer le quart de carrosserie aussi près que possible du reste de la voiture, puis le souder. Ça a l'air pas mal. Cette méthode de soudage ne s'appelle pas soudage par point, mais plutôt soudage par bouchon. Une soudeuse par point coûte des milliers de livres. Mais on a vu plein de carrossiers et de spécialistes en réparation utiliser cette méthode avec succès. Après tout, il y a tellement de soudures qui maintiennent ce panneau en place, et je suis bien placé pour le savoir. Il me reste 9 heures. À l'arrière de la voiture, j'ai soudé le quart de panneau en place, puis j'ai vérifié que la lunette arrière s'ajustait toujours bien. J'avais juste un peu peur de déformer le panneau ou de le déplacer légèrement et de le souder au mauvais endroit. Mais dans l'ensemble, je pense que j'ai bien avancé. Pour faire les dernières soudures, je dois enlever le couvercle du coffre, ce qui me permettra de passer les ceintures et le poste à souder. Après ça, je dois mettre un peu d'après décapant. Maintenant, toutes ces soudures sont apprêtées et tout le métal est apprêté également. C'est peut-être pas joli, mais quand la voiture sera peinte, je suis sûr que le carrossier retouchera quelques-uns de mes gros travaux. Mais maintenant que j'ai regardé de ce côté, le mastic d'étanchéité n'est appliqué qu'en très petite quantité, sur les bords, entre les panneaux et tout ça. Donc je pense qu'on pourrait juste refaire ça de ce côté, ouais, en passant juste avec un pinceau. Parce que, dans l'ensemble, ça n'a pas l'air aussi épais que sur les voitures allemandes. Puis Anna est arrivée. Ouais! Oh mon Dieu, tu n'es pas parti longtemps. 4 heures. J'ai hâte d'aller me coucher. Puis, mon père est arrivé. Le matin était arrivé, et tout le monde était là, juste à temps pour appliquer le mastic. Encore une des tâches que j'aime le moins. J'ai déjà masqué la zone où je dois mettre le mastic, et maintenant je passe dessus avec un pinceau. Ça va juste boucher un espace entre deux panneaux. Encore une fois, c'est pour éviter la rouille. Et on sait bien que les Nissan rouillent facilement. En fait, j'ai mis plus de mastic d'étanchéité que ce qu'ils mettent en usine. Après ça, je peux commencer à remettre tous les panneaux sur la voiture, comme le bouchon du réservoir d'essence et le couvercle du coffre arrière, ainsi que les charnières. Alors, je sais que ce quartier arrière n'est pas encore peint, mais on est encore en train de monter toutes les garnitures et tous les panneaux sur la voiture. D'abord parce que je veux m'assurer qu'ils sont bien ajustés et alignés avant de passer à la peinture,
Et deuxièmement, parce que je veux que la voiture ait l'air finie à la fin de la vidéo. Maintenant, je ne sais pas si j'ai plus hâte de finir la voiture ou que les 24 heures soient passées. La GTR remonte sur la rampe pour, j'espère, la dernière fois. Mon père et moi pouvons soulever le pare-choc arrière avec les feux arrière, puis remettre tous les bacs de protection. Et il y a un truc qui m'inquiétait, mais maintenant, je m'en fais moins. Le pare-choc est vraiment super bien aligné. Regardez comme la porte est bien alignée aussi. Nouvelle porte, nouveau panneau latéral. Mieux qu'une Rolls-Royce. Nous installons le revêtement du coffre et mon père a réparé la garniture que j'avais cassée tout à l'heure. Il a juste mis un peu de colle à l'arrière et je suis sûr qu'avec un peu de mastic et de peinture, on pourrait la rendre comme neuve. Mais pour l'instant, on remet tout en place pour s'assurer que tout est bien aligné. Et pour l'instant, ça va. Si vous voulez mon avis, ce rouge est vraiment moche. Donc, il va falloir s'en débarrasser au fur et à mesure qu'on avance dans la déco de la voiture, mais ce n'est pas une priorité pour l'instant. On doit voir si Chris s'est bien débrouillé pour le câblage des haut-parleurs et l'installation des panneaux de porte, pour être sûr que tout marche bien. On va brancher la batterie et vérifier que tout marche bien dans cette porte, sinon il faudra tout démonter et remettre le faisceau d'origine. Ok. Les lumières fonctionnent. Un test de réussi. Fenêtre. Elle descend complètement. Deuxième test de réussi. Comment est l'alignement des fenêtres? Ouais, c'est pas mal, t'as réussi ce test. J'ai réussi le test numéro 3. Le rétroviseur marche-t-il? Il marche. Ouais, dernier test réussi haut la main. Les haut-parleurs ont réussi le test. Tout marche dans la porte. Bien joué, Chris. Bon, la toute dernière chose. Il reste 1h30. Il faut absolument que j'enlève ces roues. Je ne suis pas sûr de la qualité des pneus. Et ils sont complètement abîmés. Le voilà. C'est Jord de Wheelmania. Et je ne peux toujours pas partir. Oh, il a des beignets! Ouais! Jord de Wheelmania. Et là, la dernière pièce du puzzle. Oh ouais, elles sont géniales. On a aussi des Vossen sur la Murcielago. Bien sûr, si vous avez besoin de roues, de pneus ou de réparation, Wheelmania est là pour vous. Les gars, vous trouverez les liens dans la description. Mais la plupart d'entre vous le savent déjà. J'espère que ça apportera la touche finale. Parce que celle-là était vraiment horrible. J'ai dit aux gars de Wheelmania que je tentais ce défi sur la GTR, et ils ont bien voulu participer. Ils nous ont équipés de jantes Vossen de 20 pouces avec des pneus Michelin PS4. Je pense que c'est vraiment ce que cette voiture mérite. Regardez-la. Wheelmania a fini. Il reste 27 minutes au compte à rebours. On a encore le temps. Je pense que j'aurais pu faire plus, évidemment, mais c'est tout ce que je peux faire physiquement et aussi mentalement. Je dois voir à quoi ressemble maintenant 24 heures de travail. Et aussi si ça en valait vraiment la peine. Mais je pense qu'on a fait une bonne affaire avec cette voiture. Allons-y. Il reste 22 minutes au compte à rebours. J'en peux plus. Je suis hors jeu. Voilà, c'est tout. Une GTR en 24 heures. Oh, je pense qu'on a fait un sacré bout de chemin. Un quart arrière, une porte. Je suis complètement abasourdi. Mais est-ce que ça en valait vraiment la peine? Je vais vous montrer. La Nissan GTR a coûté 35 200 livres sterling. Une GTR du même millésime et avec le même kilométrage se vend actuellement plus de 53 000 livres sterling. La mienne est classée, donc elle se vendra naturellement moins cher. La porte, 350 livres sterling. La batterie, 60 livres sterling. Et le quart arrière, 850 livres sterling. Et les roues, bien sûr, de Wheelmania, qui est un sponsor, je ne vais pas vous contredire là-dessus.
ce qui porte le coût total de la construction à 36 460 livres sterling. Bien sûr, l'arrière a besoin d'être repeint, mais dans l'ensemble, je pense que cette GTR est une très bonne affaire. On a encore beaucoup à faire sur la voiture. Mais merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner et à mettre un like, et je vous verrai dans la prochaine vidéo. Peace out. 4, 3, 2, 1. Merci beaucoup et bonne nuit. Regardez cette GTR, regardez-la. C'est dommage que ce ne soit pas complètement fini, mais vous pouvez vous faire gifler. I just can't deny giving me the best time.